L'info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 22 janvier 2026, dont voici les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé la rentrée solennelle des cours et tribunaux placés sous le thème de l'intelligence artificielle au service d'une justice plus efficace et accessible. Le chef de l'État plaide pour une refondation en profondeur du système judiciaire qu'il dit être une exigence morale, institutionnelle et démocratique. Ses propos sont à suivre dans ce journal. L'Agence nationale de l'état civil et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ont engagé un partenariat stratégique pour renforcer la collecte, l'analyse et l'exploitation des données d'état civil et des statistiques vitales. Le compte-rendu de leur rencontre vous sera proposé. Et puis, sport, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé son 11 type de la CAN Maroc 2025. Si la présence de plusieurs internationaux sénégalais est saluée, certaines absences continuent de susciter débat et incompréhension chez de nombreux observateurs. Nous les écouterons dans cette édition. Voilà pour les titres et les développements, c'est tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi la rentrée des cours et tribunaux dont le thème central est axé sur l'intelligence artificielle au service de la justice, d'une justice plus efficace et accessible. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé la responsabilité de la justice qui, selon lui, est de rassurer. Il a ajouté aussi que refonder la justice n'est pas une option, mais plutôt une exigence morale, institutionnelle et démocratique. Écoutons les propos du chef de l'État. Loin d'être un rituel institutionnel inscrit dans la chronologie républicaine, elle est un moment fort de communion, de réflexion et d'introspection avec les acteurs de la justice. Celle de l'année 2026 intervient à un tournant décisif où l'on scrute les horizons possibles de la consolidation de notre démocratie, du renforcement de nos institutions judiciaires, de l'ancrage de l'indépendance de la justice et de la modernisation de celle-ci. Le peuple attentif et impatient vous jauge, s'interroge, doute et critique. C'est là son droit le plus absolu, puisque la justice est rendue en son nom et qu'elle lui appartient en dernier ressort. Notre responsabilité collective est donc de rassurer, d'expliquer, de convaincre, de dire clairement où nous en sommes, ce que nous voulons transformer et comment nous entendons corriger les insuffisances, combler les retards et répondre en profondeur aux attentes légitimes des populations. Refonder la justice n'est pas une option. C'est une exigence morale, institutionnelle et démocratique au regard des sacrifices consentis par notre peuple pour accéder à une troisième alternance démocratique, saluée et magnifiée bien au-delà de nos frontières. Nous restons avec le président de la République qui a reçu hier la nouvelle chef de mission du Fonds monétaire international, Mercedes Vera Martin. Cette rencontre entre dans le cadre d'une visite de présentation et de prise de contact. La chef de mission a réitéré l'engagement du FMI à définir une feuille de route pour maintenir la stabilité macroéconomique du pays dans le but de renouer le fil du dialogue institutionnel après la crise de la dette cachée. Je vous propose de suivre les propos de Martine Mercedes Vera. C'était le Sénégal pour la victoire de la Coupe africaine. C'est un moment très heureux pour le pays et je voudrais remercier les autorités pour l'hospitalité dans ma visite ici pour gagner des premières impressions sur la situation macroéconomique au Sénégal.
Je suis très contente d'être au Sénégal, le pays de la Teranga. Nous avons un partenaire avec les autorités sénégalaises très productif à long terme et nous sommes ici pour les accompagner, pour définir une feuille de route pour maintenir la stabilité macroéconomique. Nous sommes toujours des engagements productifs avec les autorités sénégalaises. On fait des échanges très productifs tout le temps, de façon virtuelle, ou bien au Sénégal, ici à Dakar. Je viens de prendre le dossier du Sénégal. Il y aura une période de transition courte. On va maintenir les engagements productifs pour achever un accord au niveau des programmes à l'avenir. L'Agence nationale de l'état civil, ANEC, et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, ont engagé un partenariat stratégique ce jeudi. Un partenariat qui vise à renforcer la collecte, l'analyse et l'utilisation des données d'état civil et des statistiques vitales. Le compte-rendu de leur rencontre nous est proposé par Ndéla Ndiaye et Serignan. Gestion des données de l'état civil, l'Agence nationale de l'état civil ANEC et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD ont procédé à une signature de partenariat stratégique qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la production de statistiques vitales fiables et qui vise à soutenir efficacement la planification et le suivi des politiques publiques nationales. La qualité, la fiabilité et l'exhaustivité des données d'état civil constituent un enjeu et stratégie majeur, tant sur le plan national que local. C'est précisément dans cette perspective que le protocole d'accord que nous signons aujourd'hui entre l'ANEC et l'ANSD revêt toute son importance. À travers cette collaboration renforcée, nous ambitionnons de garantir une gestion optimale, sécurisée, modernisée des données de l'état civil, notamment par la digitalisation. À cet effet, le directeur de l'ANSD a rappelé l'importance des documents de l'état civil. L'article 40 du Code de la famille consacre une exigence fondamentale, à savoir la transmission régulière des faits d'état civil aux services statistiques afin que chaque vie soit reconnue et inscrite dans la mémoire nationale. Cette exigence illustre combien les faits d'état civil dépassent la simple dimension juridique. Elles sont le miroir de notre société et le socle de toute planification. L'ANEC compte mettre en place des mécanismes pour la réalisation du projet. L'ANEC s'engage à travers ce partenariat à mettre en place des mécanismes innovants et adaptés par la collecte, le traitement et la transmission des données d'état civil. Dans le cadre de la digitalisation, l'ANEC a déjà déployé des outils permettant de disposer en temps réel des statistiques fiables dans les communes connectées au registre national de l'état civil. Une plateforme sera mise en place dans les jours à venir afin de faciliter l'obtention d'un papier sans pour autant se déplacer. Dans les prochaines semaines, l'ANEC procédera au lancement de la phase pilote de la plateforme de services aux usagers en ligne directement interconnectée avec le LGEC. Cette plateforme permettra, par exemple, à un citoyen natif de Niakhar d'effectuer une demande de copie d'acte d'état civil en ligne. Le ROD, réseau des organisations africaines de développement, a tenu son 9e conseil, se concentrant sur la gouvernance des ressources, la gestion des ressources transfrontalières en Afrique, un enjeu crucial face aux dynamiques de partage des ressources telles que l'eau, le foncier et les minéraux, mais aussi face aux défis climatiques. Voici Boubacar Moundor Ngom, c'est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement, ses propos. Le réseau décide de tenir son 9e conseil à Dakar. Cela constitue quand même un intérêt majeur pour nous, surtout dans le contexte actuel.
J'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours que le Sénégal assure la présidence du Conseil des ministres africains de l'eau jusqu'en 2027 et que nous co-organisons avec les Émirats arabes unis la prochaine conférence des Nations unies sur l'eau en décembre 2026 et que le premier acte se passera à Dakar les 26 et 27 janvier, c'est-à-dire une réunion de haut niveau qui va regrouper tous les décideurs sur la question de l'eau pour débattre un peu des enjeux liés à la gestion durable, mais à la coopération autour de cette ressource qui est extrêmement importante. Les défis sont énormes pour les organismes de bassin. Le premier défi qui vraiment se passe de tout commentaire, c'est l'effet anthropique que nous-mêmes nous exerçons sur les ressources en eau dans nos différents États. Et, le changement climatique et le plus grand défi aussi qu'on a, c'est la difficulté de mobilisation des ressources pour exploiter nos différentes ressources hydrauliques. L'Alliance des associations des pouvoirs locaux du Sahel et du littoral a également tenu sa 4e assemblée générale à Dakar dans un contexte régional marqué par de multiples défis sécuritaires, migratoires et climatiques. La rencontre présidée par le directeur des collectivités territoriales, Arona Ba, au nom du ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Il a souligné la gravité de la situation sécuritaire dans le Sahel, évoquant notamment les enlèvements de certains maires au Mali. Je vous propose d'écouter ces propos. De défis liés au changement climatique. Et nous avons tenu à apporter notre solidarité aux exécutifs territoriaux parce qu'ils sont au plus proche des foyers d'insécurité. Aujourd'hui, quand vous parcourez le Sahel, il y a des maires qui ont fait l'objet de kidnapping dans le Mali. C'est l'occasion de le témoigner de notre solidarité. Et la déclaration de Dakar est très claire. Il faudrait construire la paix dans les territoires au plus proche des pouvoirs locaux, à côté des États. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal, à travers l'engagement de M. le Président de la République et de son gouvernement, a pris le premier acte fort de renforcer la démocratie, la décentralisation, pour que véritablement les pouvoirs locaux puissent continuer à constituer le relais pour le pouvoir d'État. Dans un pays, lorsque les exécutifs territoriaux marchent fort, l'exécutif national également marchera fort. C'est la raison pour laquelle, il faut renforcer la décentralisation. C'est dans cette perspective que le Sénégal ira dans la réforme de l'acte 4 de la décentralisation. En même temps, inviter tous les pays africains à faire de même, à faire en sorte que la décentralisation soit un processus irréversible, densifié et fort, qui permet d'avoir des pouvoirs locaux qui joueront le rôle. Et puis sport, la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé son 11 type de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Si la présence de plusieurs joueurs sénégalais, précisément 4, dont Sadio Mané, Pape Gueye, Moussa Niakhaté et Idrissa Gana Gueye, est saluée. Certaines absences et distinctions suscitent incompréhension et colère chez les observateurs, suivant leur réaction dans ce reportage signé Abdoulaye Dieye et Viondiaï. Maroc 2025, une équipe dans laquelle figurent 4 lions de la Teranga, Moussa Niakhaté en défense, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye au milieu de terrain, ainsi que Sadio Mané en attaque. Une reconnaissance du parcours solide du Sénégal, sacré champion d'Afrique pour la 2e fois de son histoire. Mais ce 11 fait également débat, l'absence de Krépin Diatta, pourtant auteur d'une CAN remarquée par son volume de jeu, sa polyvalence et son impact offensif, est jugé incompréhensible par plusieurs de nos interlocuteurs. Pour eux, ce choix ne reflète pas totalement la réalité du terrain. Krépin Diatta, pour dire vrai, Krépin Diatta a tout fait et mérite au moins d'avoir un trophée. Mais ils ont préféré tout donner au Maroc pour les soulager. C'est pas normal. D'après les statistiques, si seulement on se base sur les statistiques des joueurs, Achraf Hakimi qui est dans l'équipe type du tournoi,
qui le début du tournoi étant blessé n'a disputé que 4 matchs. 4 matchs c'est grave. Moi je plains par rapport à Krépin Diatta, meilleur joueur au côté droit de l'équipe nationale du Sénégal, a totalement disputé tous les matchs avec constance et beaucoup de maîtrise technique. Qui par contre après chaque match il est noté sur 8,5 par match, mérite amplement d'être parmi les 11 types de la CAN 2025. Autre point de crispation, la désignation de Walid Regragui comme meilleur entraîneur du tournoi, une distinction accordée au sélectionneur marocain au détriment de Pape Thiaw, artisan du sac sénégalais, une décision perçue par certains observateurs comme une forme de récompense symbolique accordée au pays hôte, le Maroc, plutôt qu'une reconnaissance purement sportive. On soit totalement injuste et incohérent de donner le titre de meilleur entraîneur de la CAN 2025 à Walid Regragui. Cela montre encore le favoritisme du Maroc par la CAF. Pape Thiaw a montré qu'il était le meilleur entraîneur de cette compétition grâce à son travail remarquable tactiquement et stratégiquement tout au long du tournoi avec des choix qui ont payé au bout du compte. Certains observateurs et fans soutiennent que si son comportement contre l'UBC en finale n'avait pas expliqué ses résultats, il aurait pu être présenté pour ce meilleur prix. Ce qu'ils ont fait n'est pas logique. Aucune justification valable. Comment peut-on priver Pape Thiaw de son titre de meilleur entraîneur de la CAN, étant champion d'Afrique, alors que selon les normes, celui qui gagne la CAN est toujours nommé meilleur coach? Et pour clore cette édition, la page internationale en brève, 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo à la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle, la junte militaire au pouvoir a annoncé ce mercredi 21 janvier la tenue des élections législatives et présidentielles. Dans un décret lu à la télévision nationale, elles sont fixées au 6 décembre prochain. Mais l'annonce soulève de nombreuses interrogations. Et puis le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde, le centrale japonaise Kashiwazaki Kariwa, a été suspendu ce jeudi 22 janvier après quelques heures d'exploitation, a annoncé donc son opérateur, précisant que le réacteur rentré en service restait instable. Une alarme du système de surveillance s'est déclenchée pendant la procédure du démarrage du réacteur et les opérations sont actuellement suspendues, a déclaré à l'AFP Takashi Kobayashi, porte-parole de l'opérateur Tokyo Electric. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.